Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Quand on commence à parler une nouvelle langue, on a ce doute-là, souvent. Est-ce que ça sera toujours bizarre de parler cette langue? Est-ce que ça me fera toujours mal à la gorge ou à la tête? Est-ce que j'en aurai toujours des nœuds au cerveau? Est-ce que j'aurai toujours cette impression de parler et de comprendre au ralenti? Et les bilingues, comment font-ils pour penser dans une autre langue et pour passer d'une langue à l'autre facilement comme ça? Et comment font-ils pour faire des blagues dans une langue étrangère? Et comment peut-on être naturel dans une autre langue que notre langue maternelle? Aujourd'hui, on va parler de tout ça. On va parler de ce chaînon manquant qui nous amène de notre état d'apprenant en langue étrangère un peu maladroit, un peu bloqué dans des conversations pas très fluides, à un locuteur qui parle la langue étrangère, étudiée, avec authenticité et naturel. On va voir comment on peut faire pour vivre dans une langue étrangère plutôt que de survivre bon an mal an. Et cette découverte du chaînon manquant, on va la faire en très bonne compagnie. Aujourd'hui, on reçoit Cathy Beauvais, qui est à la tête de The French Instinct et qui a non seulement une voix très agréable à écouter, mais surtout l'expérience d'apprentissage de plus de 7 langues et d'enseignement de l'espagnol et du français depuis 2001. Elle a créé The French Instinct pour aider les apprenants de français de niveau intermédiaire à avancer, à progresser et à se perfectionner avec plaisir, de façon plus intuitive et à donner un vrai sens à leur apprentissage. Et on a la chance aujourd'hui de pouvoir bénéficier de ces conseils, que ce soit pour le français si tu l'apprends aussi, mais nous aussi francophones natifs, on va pouvoir accéder à son expertise pour toutes les langues qu'on apprend. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors c'est parti, je te laisse découvrir cet entretien inspirant. Bonne écoute. Bonjour Cathy, je suis très heureuse de t'avoir sur la Fabrique à Polyglotte. Et avant qu'on ne parle du sujet qui nous réunit aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles de toi, de ton rapport aux langues, de combien de langues tu parles et de comment, selon la formule que j'utilise à chaque fois, comment tu es tombée dans le bain des langues. Bien déjà, merci beaucoup Coralie pour ton invitation. Alors les langues, oui, on va dire que je suis vraiment tombée dedans, si on peut vraiment le dire, parce que en fait j'ai commencé comme tout le monde à l'école, tu vois. À l'époque, on commençait les langues au collège. Donc d'abord l'anglais en 6e, et puis en 2e langue, j'ai choisi l'espagnol, donc 2 ans plus tard. Donc voilà, une découverte tout à fait standard, on va dire, un apprentissage scolaire. Sauf que moi, tout de suite, je suis tombée amoureuse des langues. Dès les premiers cours d'anglais, dès les premiers cours d'espagnol, j'ai su que j'adorais ça. Et très rapidement, en fait, j'ai su que je ferais des langues... que c'était ma vocation en fait. Ouais. Donc j'ai continué. C'est surprenant parce que généralement, quand on apprend les langues à l'école, je suis la première à le dire, c'est vraiment pas le meilleur moyen de d'aimer les langues. Mais pour moi, ça a fonctionné. Donc j'ai continué l'anglais et l'espagnol pendant tout le secondaire. Et à l'université, j'ai fait des études d'espagnol. Et en fait, dès que j'ai pu, je me suis initiée à d'autres langues. Donc, j'ai pris option arabe, option portugais. Donc, c'était des initiations. C'était pas un niveau très, très avancé. Ensuite, alors, je suis allée vivre en Espagne. Donc, forcément, là, j'étais à fond plongée, immergée dans l'espagnol. Et là, je me suis mise à l'allemand. Parce que comme j'ai fait des études de FLE, il fallait que j'apprenne une nouvelle langue qui soit pas une langue romane et qui soit pas non plus l'anglais, que de toute façon je parlais déjà. Et donc la seule langue que je pouvais apprendre là où j'habitais et que je connaissais pas encore, c'était l'allemand.
Donc j'ai fait 1 an et demi d'allemand à peu près. Ensuite, j'ai repris le portugais et je suis allée vivre au Portugal, enfin juste quelques mois. Et après, bon, mes enfants sont nés, tout ça, donc pendant quelques années, j'ai pas du tout, en fait, j'ai complètement laissé tomber l'apprentissage des langues. Et je m'y suis remise quand ils ont eu quelques années de plus. Et là, je me suis initiée au japonais, tout à fait par hasard. Voilà, il y avait des événements autour de la culture japonaise où j'habitais. Ça m'a plu, j'ai voulu en savoir plus. Et donc après, par moi-même, je me suis initiée. Et l'italien ensuite en autodidacte, là. C'est vraiment ma première langue que j'ai appris en autodidacte, sans suivre aucun cours, et que je peux maintenant parler et comprendre assez bien. Voilà. Et pour le moment, je me suis arrêtée là parce que j'essaie de me perfectionner en anglais. Parce que je me dis, c'est bien de parler couramment anglais, mais j'aimerais bien parler encore mieux. Oui. Je crois que j'ai fait le tour des langues. Donc les langues, c'est une vraie vocation. Tu as toujours su que c'était ce que tu voulais faire comme métier, mais est-ce que c'était évident que c'était le français que tu voulais transmettre ou est-ce que tu as hésité Ah oui, alors non, c'était pas du tout le français que je voulais enseigner. D'ailleurs, j'avais la possibilité pendant mes études de faire une spécialisation en français langue étrangère et je voulais absolument pas. Moi, je voulais enseigner l'espagnol. Okay. Sauf que je suis partie vivre en Espagne et même si j'ai eu aussi l'occasion d'enseigner l'espagnol à des étrangers, rapidement je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus beaucoup plus de demandes pour apprendre le français. Donc c'est là que j'ai commencé à donner des cours. Et donc à partir de là, je me suis rendu compte qu'en fait j'adorais ça, que j'adorais enseigner ma langue. Mais donc c'était pas naturel au début, pas du tout, non. C'était pas naturel et pourtant maintenant tu enseignes à apprendre justement le français de manière naturelle. Le nom de ton entreprise c'est The French Instinct et tes slogans, donc l'instinct français. Tes slogans c'est parle, pense, vis en français, parle français avec authenticité. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre un instinct dans une langue ou pour vivre dans une langue et la parler avec authenticité? Je pense que déjà, faut que ça soit un petit peu notre objectif. On n'est pas obligé d'atteindre ça, mais il faut vraiment créer l'immersion. Peu importe qu'on vive en fait dans le pays ou pas. D'ailleurs, l'immersion, la vraie immersion dans le pays, elle n'est pas une garantie de réussite dans l'apprentissage d'une langue. Donc, c'est vraiment créer l'immersion au quotidien chez soi, le maximum, écouter un maximum donc de français pour ceux qui veulent apprendre le français, que ça devienne en fait presque une seconde nature de penser dans cette langue parce qu'on va tout le temps l'entendre, on va essayer de la parler au maximum. En fait, il faut créer un univers, une bulle où on va avoir la langue qu'on apprend, pas en permanence, mais au maximum dans les oreilles, dans ce qu'on lit. Et finalement, faire en sorte que la langue colonise. Moi, j'aime bien employer cette image, c'est qu'en fait, la nouvelle langue, petit à petit, elle va coloniser notre cerveau. Elle va prendre un petit peu la place de notre langue maternelle. Et est-ce que pour ceux qui sont un peu bloqués ou qui se sentent, tu sais, un peu empêchés de parler dans une autre langue ou un peu embêtés ou mal à l'aise, est-ce qu'on peut vraiment être soi-même dans une autre langue? Parce que j'imagine que tu t'es aussi basé sur ton expérience avec l'espagnol. Oui, bien sûr. Est-ce que tu te sens toi-même en espagnol? Est-ce qu'on peut se sentir soi-même dans une autre langue? Ah oui, mais parfaitement. Maintenant, moi, j'ai les deux langues en permanence en moi. Donc, je peux parler dans une langue ou dans l'autre sans aucune difficulté, passer d'une langue à l'autre sans difficulté, exprimer avec précision tout ce que je veux dire, faire de l'humour. Je peux comprendre aussi la majorité des références culturelles. Donc, c'est possible. Et justement, comme je le vis, je sais que c'est possible. Disons que déjà, il y a une chose très importante, c'est de ne pas avoir peur de parler imparfaitement, de faire des erreurs. Moi, dès que j'en ai eu l'opportunité, j'ai parlé espagnol, j'ai essayé de communiquer et c'est ça qui est important. C'est vraiment de se baser sur la communication, sur l'échange humain. Parce que quand on se centre sur la communication, on ne va pas vraiment faire attention si on fait des erreurs ou pas. Et notre interlocuteur, il va pas non plus faire attention si on fait des erreurs ou pas. Et c'est comme ça qu'on va progresser. Il faut commencer quelque part. Et il faut accepter le fait qu'au début, ça va être très imparfait, ça va être très approximatif. On va parfois avoir la sensation d'être un petit enfant qui n'arrive pas à exprimer tout ce qu'il veut dire. Mais il faut absolument commencer. Est-ce que tu aurais une petite technique pour ceux qui ont du mal à s'exprimer sans regarder vraiment la forme? Tu sais, pour faire ce petit décalage où la communication est plus importante que la structure de mes phrases. Je dirais qu'en fait, c'est pas vraiment une technique, mais je dirais qu'il faut vraiment commencer, en tout cas quand on essaie de parler
au début, même si on a déjà un niveau intermédiaire peut-être en compréhension. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui ont déjà un bon niveau en compréhension, mais qui n'arrivent pas forcément à parler avec spontanéité, avec assurance. Et ben, moi, je leur dirais en fait, pour commencer, pour vous lancer, faites-le dans un endroit où vous vous sentez en confiance, avec des gens avec qui vous vous sentez en confiance. Et partir comme ça directement à la rencontre peut-être des natifs pour communiquer, c'est pas forcément la meilleure façon. Peut-être qu'on va se rendre compte que oh là là, je comprends rien, il y a trop de choses que je connais pas, ça peut être difficile. C'est pour ça que quand on n'a pas encore trop d'assurance, moi je dis il faut mieux y aller petit à petit. Ouais, c'est un chouette conseil ça, de choisir un lieu de pratique qui corresponde à notre niveau, pas forcément de langue, mais notre niveau de confiance. Et il y a une autre notion que j'aime bien et que tu présentes souvent, c'est l'idée d'intuition. Et pour moi, c'est encore plus loin, ça va encore plus loin que la spontanéité. C'est quoi exactement cette notion? Quelle part d'intuition on peut mettre dans notre apprentissage des langues? En fait, moi, je me suis rendu compte, justement, dans tous mes apprentissages où je suis arrivée à un niveau au moins intermédiaire, qu'il y avait une grande part d'intuition dans ce que je savais. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses que j'avais acquises sans vraiment m'en rendre compte. Et du coup, j'avais vraiment développé une intuition de savoir est-ce que ça, c'est correct? Est-ce que ça, je peux le dire? Comment je dis ça, sans que ça ait vraiment été conscient. J'ai jamais étudié ces choses-là consciemment. Donc, dans toutes les langues que j'ai apprises, il y a toujours eu une intuition que je développais naturellement. Et donc, je me suis dit, mais comment, l'idée, c'est comment aider les autres à développer aussi cette intuition. Et surtout, en fait, au départ, c'est surtout une question de confiance en soi. C'est avoir confiance dans le fait que je vais pouvoir intuitivement savoir si ce que je dis est correct ou pas. On va sûrement aborder le thème de l'acquisition, mais si on n'utilise que des contenus d'apprentissage, c'est pas forcément ça qui va nous aider à développer notre intuition. Notre intuition, elle se développe souvent de façon inconsciente et donc à travers du contenu riche, de qualité, qui va nous proposer une langue riche et pas une langue standardisée et trop simplifiée. Parce que bien sûr, pour les niveaux débutants, on est obligé de simplifier. On ne peut pas d'emblée utiliser que des supports authentiques, ça serait beaucoup trop difficile. Mais par contre, à partir d'un niveau intermédiaire, là, il faut vraiment utiliser du contenu beaucoup plus riche et beaucoup plus varié et pas avoir peur justement de ce contenu même si on comprend pas tout. Et là, il faut aussi développer la tolérance à l'inconnu, c'est-à-dire accepter que pendant un certain temps, je vais pas tout comprendre de ce que j'entends, de ce que je lis, mais il faut pas que je m'arrête sur tout ce que je comprends pas. Il y a tellement de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir, mais je pense que la première chose, c'est qu'il faut qu'on explique cette notion d'acquisition. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quand tu l'as découverte dans ton parcours, comment tu l'utilises à la fois pour apprendre, puisque tu continues ou tu as appris quand même relativement récemment des langues, et comment tu l'utilises maintenant pour ton approche dans The French Instinct. L'acquisition, j'ai découvert cette notion. Alors bien sûr, le mot acquisition, je le connaissais. C'est un mot qu'on emploie couramment dans plein de situations. Mais l'acquisition en didactique, je l'ai découverte pendant mes études de didactique du français langue étrangère. Et cette réflexion donc entre la différence qu'il peut y avoir entre l'acquisition et l'apprentissage. Donc l'apprentissage qui serait plus conscient, qui serait plus quelque chose de volontaire qu'on met en place pour apprendre, et l'acquisition qui serait plutôt quelque chose de plus naturel, les choses qu'on va s'approprier vraiment. Pour moi, quand on acquiert quelque chose, ça veut dire qu'on se l'est vraiment approprié, et quand on se l'est vraiment approprié, c'est là qu'on peut l'utiliser à son tour, qu'on peut le réinvestir. Quand une chose est vraiment acquise en nous, en fait, on n'a plus besoin de réfléchir aux règles, on n'a plus besoin de se demander comment je dois dire ça, qu'est-ce qui est correct, j'ai plus besoin de réfléchir, en fait, ça vient spontanément. Le problème, c'est que souvent, l'apprentissage d'une langue est basé beaucoup sur la théorie, sur tous les exercices, toutes les activités qu'on va faire pour un apprentissage conscient, et très peu sur l'acquisition. Et pour moi, en fait, il faut trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'on peut apprendre une langue en se basant majoritairement sur l'acquisition. D'ailleurs, si on va vivre dans un pays étranger, qu'on est obligé d'utiliser la langue, de l'apprendre, on va finir par l'apprendre, même si peut-être ça ne sera pas parfait. Par contre, si on ne fait qu'apprendre, par exemple, dans un cours standard, c'est pas du tout une garantie qu'on acquiert cette langue, qu'on soit capable de la parler. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui ont appris les langues à l'école et qui sont incapables de maintenir une conversation. Donc, autant baser son apprentissage uniquement sur l'acquisition, ça permet jusqu'à un certain niveau au moins, voire un niveau avancé. J'ai vraiment rencontré des personnes qui avaient un niveau très avancé, qui n'avaient absolument pas fait d'apprentissage conscient, on va dire, scolaire. Autant ça c'est possible, autant apprendre scolairement d'une façon standard,
n'est pas une garantie qu'on va être capable de la parler. Ouais, on peut imaginer un peu comme conduire une voiture. L'apprentissage, ce serait apprendre toutes les règles du code de la route. Et développer l'acquisition, ce serait rouler jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de se dire je mets le clignot, mais ce soit un geste naturel. Il y a un peu ces deux notions-là. Ouais. Voilà, c'est ça. Pour que vous puissiez vraiment vous figurer ce que c'est. Et comment tu l'articules dans tes accompagnements, cette notion-là? Comment on aide quelqu'un à passer de cette habitude de vouloir comprendre les règles, vouloir connaître les règles, parce qu'à l'école, on passe beaucoup de temps à ça, à essayer de comprendre, ça fonctionne comme ça, et mon verbe, il est conjugué comme ça, à développer cette partie ou mettre en place quelque chose qui permette de développer une acquisition. Alors déjà, moi, tout le contenu que je crée, il vise l'apprentissage en contexte. C'est-à-dire que je ne vais pas proposer d'apprentissage en dehors de tout contexte. Donc des règles comme ça ou des exemples. Pour moi, c'est pas quelque chose d'efficace. Après, il y a des personnes qui aiment bien, par exemple, connaître les règles pour pouvoir comprendre. Et moi-même, quand j'apprends une langue, j'utilise quand même la grammaire. Tu vois, j'aime bien apprendre, connaître les règles, savoir, voilà, ça fait. Je trouve que quand on maîtrise la grammaire, ça permet quand même de gagner du temps. Tu vois. Par contre, moi, là, comme je m'adresse à des apprenants qui ont déjà au moins un niveau intermédiaire, voire avancé, pour moi, c'est vraiment important de créer pour eux du contenu qui soit riche et qui leur permette d'apprendre en contexte. Parce que justement, je trouve que c'est ce qui manque. Du contenu pour trouver des règles de grammaire, des explications grammaticales, de la théorie sur la langue, il y en a des milliers. Maintenant, du contenu pour dépasser le niveau intermédiaire et pour continuer à te perfectionner dans un niveau avancé, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, en français en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu un vide entre le contenu pour les apprenants pour aller jusqu'au niveau intermédiaire et les ressources authentiques. Oui. Et ce qui est difficile en français, c'est justement d'accéder vraiment au sens du français authentique tel qu'il est parlé par les Français. Parce que souvent, c'est pas ce français-là qu'on apprend dans les cours de français. Donc moi, j'ai vraiment voulu créer ça, le chaînon manquant, on va dire, entre le contenu pour les apprenants et le contenu authentique. Et pour moi, ce qui est très important, c'est de proposer du contenu intéressant, inspirant et mettre plein d'émotions. Parce que les émotions, on le sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, les émotions, elles sont très importantes dans l'apprentissage. Et si on ne prend pas plaisir à apprendre, en fait, on n'apprend pas. Ce qui est très important pour moi, c'est que le contenu, en fait, soit tellement intéressant que les personnes, finalement, elles oublient pratiquement, que c'est dans une autre langue. Ou en tout cas, elles sont tellement motivées pour comprendre que du coup, c'est là qu'elles vont progresser. Parce que le contenu en lui-même, il est intéressant. Au-delà de l'apprentissage de la langue. Les personnes qui nous écoutent, il y a ceux qui apprennent le français, mais il y a ceux qui apprennent une langue pour lesquelles peut-être il y a ce chaînon manquant. Quels conseils tu leur donnerais pour qu'ils accèdent à des ressources authentiques? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est habitué à avoir un cadre très rassurant, je sais pas, une méthode de grammaire, et qu'on se dit « je vais en sortir et atteindre vraiment ces contenus authentiques, comment je fais ?» Je dirais déjà, chercher du contenu authentique qui leur plaît vraiment, qui les intéresse, sur un sujet, par exemple, qui les passionne, peu importe le sujet, n'importe lequel, ça peut être le sport, ça peut être la nature, ça peut être, je sais pas, n'importe quoi. Et pour accéder au sens, donc après tout dépend du niveau, pour accéder au sens, l'idéal, ça serait de pouvoir compter sur l'aide d'une personne qui va pouvoir leur expliquer les choses qu'ils comprennent pas. Donc ça peut être un prof, ça peut être un natif de la langue, qui pourrait leur expliquer ça. Et finalement, quand on va en immersion dans un pays, souvent on demande des explications. Et ça, en fait, c'est la bonne attitude à avoir. Quand tu es en immersion dans un pays dont tu apprends la langue, si tu comprends pas quelque chose, il faut demander, tu vois, il faut demander des explications. Mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, je dirais qu'il faut que ça vienne de nous. Et c'est de vouloir comprendre et chercher ensuite, s'il n'y a pas de méthode, s'il n'y a pas d'outils disponibles, essayer de chercher quelqu'un qui va pouvoir nous aider, nous expliquer les choses qu'on comprend pas. Et ça peut être simplement, par exemple, faire un échange linguistique avec une autre personne, mettons, qui apprend notre langue, et nous, on apprend la sienne, et donc, dans la communication, voilà, de poser les questions, demander... C'est quoi la différence entre... Toi, tu vas pouvoir nous dire avec tes langues, puisque tu as appris plusieurs langues dans le pays, le portugais, tu l'as pratiqué sur place, l'espagnol aussi, l'italien peut-être pas. C'est quoi la différence entre l'immersion que je vais vivre quand je vais dans un pays, et que là, je suis presque en condition d'acquisition facile, et l'immersion que je vais créer chez moi à la maison? Est-ce que j'ai une durée minimum d'exposition à la langue par jour? Comment je sais que je réussis mon immersion à la maison? Quand on est en immersion dans le pays, bien sûr, si on veut activement
continuer à progresser dans la langue, forcément, là, c'est les conditions idéales. Maintenant, chez soi, je dirais qu'il faut vraiment mettre au maximum la langue dans son quotidien. Maintenant, savoir si ça fonctionne, je dirais que le plus important, c'est que ça soit un plaisir. C'est que le fait d'écouter cette langue, de la lire, d'avoir peut-être des échanges, si on peut, des conversations, même de chez nous. Aujourd'hui, avec Internet, c'est très facile. Il faut que ça soit un plaisir. Et à partir du moment où c'est un plaisir, pour moi, on est sur la bonne voie. À partir du moment où ça devient ennuyeux, bien si on se décourage, on trouve que c'est trop difficile, alors là, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. On doit faire peut-être quelques rectifications, chercher d'autres ressources ou d'autres personnes. Disons qu'il n'y a pas vraiment une technique pour savoir combien de temps il va falloir d'exposition à la langue pour arriver à vraiment la parler couramment et avoir un niveau avancé. Moi, je dirais qu'à partir du moment où ça nous plaît et où on est passionné par la langue, eh ben, toutes les occasions vont être bonnes de pratiquer, de progresser. En fait, on va un petit peu s'en moquer de savoir combien de temps il me faut pour atteindre ce niveau. Et c'est vrai qu'on axe beaucoup l'apprentissage des langues sur la vitesse. On dit apprends en 3 mois. C'est pas important ça. Et c'est un petit peu une illusion. Parce que finalement, plus on veut aller vite pour apprendre une langue, je pense, moins on y arrive. Alors, il y a ceux qui vont naturellement avoir ce plaisir-là de pratiquer la langue et qui vont presque progresser malgré eux parce qu'ils sont curieux et leur curiosité naturelle va leur permettre d'aller toujours un petit peu plus loin. Et puis, soit ce sont les mêmes personnes qui vont avoir une baisse de motivation, soit un autre profil d'étudiant qui a besoin de voir des résultats. Ce que je fais, est-ce que ça porte ses fruits ? Il y a des choses qui sont très concrètes parce que, par exemple, si j'écoute un podcast, je peux vérifier au fur et à mesure si je le comprends mieux ou pas. Mais parfois, c'est un petit peu plus flou. Dans le cas où je m'oriente vers cette notion un peu d'acquisition, comment je sais que je suis pas en train de faire n'importe quoi et que je progresse, que mes actions, elles sont payantes? En fait, je pense qu'on voit surtout qu'on avance déjà par rapport à la compréhension. Quand tu arrives à comprendre, que ce soit l'écrit, que ce soit l'oral, alors tu vois que tu progresses et là, c'est une grande satisfaction. Puis aussi, quand tu vas communiquer avec les gens, une fois que tu vois qu'ils te comprennent et que tu comprends les conversations, même s'il y a encore des détails qui t'échappent, c'est comme ça en fait que tu vois tes progrès. Si t'es pas dans un schéma d'évaluation avec des notes, avec ce qui est correct, ce qui est pas correct, tout ça, ces moments où tu te rends compte que ah tiens ça j'ai compris, j'ai parlé avec quelqu'un et je l'ai compris, j'ai regardé un film et là il y a un passage. J'ai compris là tout ce qu'il disait dans ce passage et c'est très satisfaisant d'ailleurs. C'est vrai. Tu disais que tu aimais la grammaire, que tu étudiais quand même les règles. Donc, on a parlé du fait qu'en début d'apprentissage, on va beaucoup utiliser des ressources pour des apprenants et beaucoup d'explications. Ben voilà, telle langue, phonétiquement, elle fonctionne comme ça, tu vas la prononcer comme ça, elle est différente par rapport à ta langue maternelle parce que, je sais pas, il y a des déclinaisons, l'ordre des mots n'est pas le même. Puis, on va peut-être passer à partir du niveau intermédiaire à un peu plus d'acquisition. Est-ce que à partir du niveau intermédiaire, on lâche complètement tout? Quelle bonne dose de grammaire on garde? Et toi, est-ce que tu prodigues des explications grammaticales? Comment tu accompagnes de ce point de vue-là? En fait, je dirais que ça va surtout dépendre des personnes, de leur envie, de leurs besoins, parce que tu as des personnes qui, souvent les personnes qui ont été habituées à apprendre les langues d'une façon un peu plus traditionnelle, elles vont avoir besoin de la grammaire, ou en tout cas, ça va leur plaire d'avoir des explications grammaticales, alors que d'autres qui peut-être ont pas trop aimé ce type de cours ou qui maîtrisent pas bien les notions de grammaire, bah forcément ils vont pas en ressentir le besoin. Après, moi je pense qu'on peut quand même mettre un peu d'acquisition dès le niveau débutant. C'est-à-dire que à partir du moment où on donne du contenu qui a du sens et qu'on reste pas que sur de la théorie, que sur de l'apprentissage des règles, des exercices répétitifs, on met déjà une petite dose d'acquisition. C'est important. Et ensuite, au niveau intermédiaire, la grammaire, il faut qu'elle continue à être dans ce contexte d'acquisition. Et en fait, oui, ça va vraiment dépendre si l'apprenant a besoin de comprendre explicitement les règles ou pas. Je te pose la question parce que c'est presque pour moi dont j'ai besoin de la réponse, mais elle m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est assez facile d'écouter et de parler sans comprendre des règles de grammaire, comme on a fait quand on était enfant avant d'arriver au CP, à l'école. Par contre, pour l'écriture, je trouve ça beaucoup plus complexe parce que l'écriture, c'est un temps différent. On écrit avec lenteur, surtout si on écrit sur l'ordinateur. Peut-être que sur le téléphone, on est un peu plus instantané et qu'on a même un téléphone qui va nous suggérer des mots. Est-ce qu'on peut développer cette spontanéité à l'écrit dans des textes complexes
et comment tu l'aurais fait par exemple en espagnol? Ou de toute manière l'écrit n'est pas un moyen d'expression spontané. Alors moi, je dirais que là encore, ça va dépendre. Là, ça va dépendre beaucoup des langues. Parce que tu parles l'espagnol. L'espagnol, c'est une langue qui s'écrit quasiment comme elle se parle. Ou l'italien, tu vois. Une fois que tu connais les règles à peu près, c'est très facile. Il va pas forcément y avoir besoin de faire un travail supplémentaire. Alors que le français, c'est tout l'inverse. On n'écrit pas du tout comme on parle. Et en plus, on a les registres de langue qui font que dans plein de situations, on ne va pas du tout pouvoir écrire en utilisant la même langue qu'on emploie à l'oral. Donc là, il y a, je pense, de mon point de vue, qu'il y a forcément un apprentissage conscient à faire. Tu peux pas savoir faire les accords grammaticaux muets sans connaître les règles de grammaire. C'est impossible. Donc ça dépend des langues. En espagnol, tous les accords, tu les entends. Donc tu vas pas forcément, nécessairement avoir besoin d'étudier en plus, puisque si tu les fais à l'oral, à l'écrit, c'est pareil. Tu retranscris la même chose à l'écrit. Dans les questions que j'avais envie de te poser, j'avais dans mes notes mis la question un petit peu directe pour ou contre les flashcards, mais la vraie question derrière ça, c'est quelle est ta manière d'aborder la notion de vocabulaire? Pour moi, en fait, la grande majorité de l'apprentissage, il doit se faire en contexte. C'est toujours comme ça que ça va être plus efficace. Parce que si tu apprends des listes de vocabulaire, et moi je l'ai fait, dans les langues pour lesquelles j'ai pris des cours, j'avais des listes à apprendre. Mais apprendre une liste de vocabulaire, ça va pas du tout être une garantie que tu vas avoir acquis ce vocabulaire, que tu vas vraiment le connaître et pouvoir l'utiliser. Et en plus, tu vas avoir aucune information sur ces mots. Tu sais pas comment ils fonctionnent, comment on les utilise. Alors que si tu découvres ces mots en contexte, c'est-à-dire que tu peux avoir une liste de vocabulaire. Il faut aussi qu'il y ait du contexte, que ce vocabulaire, tu l'entendes, tu le retrouves en contexte. Déjà, ça va avoir un sens, et puis il va y avoir une histoire, tu vois. Ces mots, ils apparaissent pas comme ça, aléatoirement. Ils se connectent dans des phrases qui ont un sens. Donc, tu vas te rappeler aussi du message de l'histoire que tu as lu ou écouté. Et en plus, ces mots, comme ils sont dans des phrases, autour, il y a plein d'autres mots. Tu vois, t'as des articles, t'as des adjectifs, t'as des verbes, tout ça. Et tu vas pouvoir développer l'intuition de la façon dont on utilise ce mot. Donc tu ne conseilles pas forcément de stratégie de mémorisation particulière. On consomme du contenu qui nous intéresse petit à petit et à force d'exposition, on retient les mots. C'est ça ton approche? Alors, il peut y avoir des stratégies. Parce que tu vois, et en fait, des fois, on les développe sans même s'en apercevoir. Si tu apprends un mot qui te fait penser à un autre mot, par exemple, dans ta langue, eh ben, tu vas le retenir comme ça, tu vois, tu vas l'associer, mais des fois, c'est même pas conscient, en fait. Donc, tu peux après consciemment faire ça aussi. Te dire, ce mot, tiens, il ressemble à ça. Pour m'en rappeler, je vais faire ça. Donc, c'est pas qu'il faut pas développer de stratégie, mais c'est que ça peut pas être la seule façon d'acquérir le vocabulaire, parce que ça sera pas suffisant. De manière générale, quelles sont les fausses bonnes idées, les pièges ou les erreurs qui peuvent nous empêcher, nous faire passer à côté de l'essentiel qui, au final, est d'avoir un échange enrichissant avec quelqu'un dans la langue qu'on apprend? Je pense que le principal piège, c'est vouloir ne pas faire d'erreur à tout prix. Vouloir, dès le départ, parler parfaitement. Voilà, c'est une fausse idée parce que tu pourras jamais, en fait, parler parfaitement sans parler, je veux dire. Si tu veux réussir à parler parfaitement ou presque, eh bien, il va falloir parler. Et au début, ça va forcément être imparfait. Et en plus, souvent, il y a l'idée que plus je connais la langue, voilà, plus je comprends, plus mon niveau augmente et plus ça sera facile de la parler. Sauf qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est que c'est souvent l'inverse. C'est-à-dire que si on a des apprenants qui ont atteint un très haut niveau en compréhension, donc ils vont déjà vraiment bien comprendre la langue, que ce soit à l'oral, à l'écrit, ils vont peut-être même être capables à l'écrit de s'exprimer avec une certaine aisance, mais ils n'ont pas encore sauté le pas de parler et ils attendent d'être prêts. Sauf qu'en réalité, plus ils attendent, pire c'est. Parce que plus ils attendent, plus ils vont se rendre compte de leurs difficultés. Forcément, s'ils n'ont jamais parlé, s'ils n'ont jamais communiqué à l'oral, ça va être difficile au début et ils vont avoir l'impression qu'ils sont nuls par rapport à tout ce qu'ils connaissent déjà de la langue, tout ce qu'ils comprennent. Donc le fossé va être de plus en plus grand en fait. Et que le risque, c'est que finalement, on n'ose jamais parler. Parce qu'on n'est pas habitué à entendre notre voix dans la langue et on va trouver ça bizarre aussi. Et en plus, l'accent ou la prononciation qu'on va avoir durant les premiers mois, elle va beaucoup, beaucoup évoluer. Les premières fois où j'ai parlé espagnol, c'était tellement grossier. J'arrivais même pas à dire le mot femme en espagnol. Ça m'a pris des semaines et des semaines et des semaines. Voilà. Pendant lesquelles, effectivement, j'avais du mal à prononcer. Ça faisait presque mal puisqu'on n'utilise pas toujours la langue de la même manière. Ouais. Oui. Tu as dit « tout part de nous ».
On n'est pas forcément habitué à l'école à ce que tout parte de nous, mais plutôt à ce que tout parte de la maîtresse ou du maître, et nous, on suit comme on peut. Comment est-ce qu'on fait ce petit changement où, même si on adhère à un programme, une école, un cours, ça part de nous? Et est-ce que tout le monde peut faire ce petit déplacement-là? Là, ça serait l'idéal, je dirais, de franchir ce cap. Parce que c'est vrai qu'on a été habitués depuis tout petit en France, mais il n'y a pas qu'en France où le système scolaire nous pousse finalement à juste faire ce qu'on nous dit de faire. C'est long, c'est difficile de se défaire de ça. Mais je pense que pour un apprentissage vraiment réussi, c'est un petit peu indispensable à un moment donné de lâcher un petit peu ce modèle d'apprentissage et d'enseignement. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce que ce soit nous les moteurs de notre apprentissage, mais en fait, je pense que c'est un petit peu la seule façon d'y arriver. C'est-à-dire que même si je suis obligée, par exemple, d'apprendre la langue pour mon métier, admettons, il y a un moment où il faut que je me dise, ok, c'est moi qui prends la décision d'apprendre, même si on m'y oblige dans mon travail. Il faut que moi, je prenne la décision. Si on attend tout du prof, ça va pas fonctionner non plus. Parce que de toute façon, il y aura jamais assez d'heures de cours pour qu'on puisse couvrir toutes les notions, tous les éléments qu'il faut acquérir pour parler une langue. Il va pas falloir se contenter de ça. Il faut, de notre côté, être actif, être acteur, prendre les choses en main, en dehors des cours. Est-ce que tu as un conseil pour encourager quelqu'un qui sait pas comment faire pour être vraiment acteur ou qui sait pas ce que ça signifie vraiment? Je lui dirais de déjà chercher ce qui lui plaît. Pour moi, ça, tout commence par là. C'est ça. En remettant le plaisir au centre de l'apprentissage, naturellement, on se l'approprie, on reprend les rênes. Et pour ceux qui aiment particulièrement écouter, ils peuvent retrouver ta voix dans ton propre podcast qui, si je dis pas de bêtises, a dépassé les 200 000 écoutes, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous le présenter et nous présenter tes accompagnements? Oui, alors en fait, là, je suis quasiment à 300 000 écoutes, je crois. Il me reste quasiment plus rien pour atteindre les 300 000 Chouette. écoutes. Ouais. Donc, The French Instinct, j'ai créé donc le podcast il y a 4 ans. J'étais déjà prof de français langue étrangère depuis longtemps. J'étais déjà prof en ligne. Et donc, c'est vraiment né de cette envie d'aider des apprenants de niveau intermédiaire et avancé à aller plus loin et à vraiment comprendre ce que disent les Français. Puisque donc je trouvais qu'il manquait des ressources vraiment riches, inspirantes, intéressantes, amusantes, motivantes et à la fois efficaces pour les apprenants de ces niveaux-là. Dans mon podcast, je mets énormément d'émotions. Tout est en contexte. Dans chaque épisode, je raconte une anecdote, une mésaventure, où je parle de mes apprentissages de langue. Mais je vais toujours permettre aux apprenants, aux auditeurs, d'acquérir la langue en contexte. Et donc, les accompagnements que je propose, déjà, il y a la communauté autour du podcast qui permet d'avoir accès aux transcriptions avec des notes où j'explique en fait des éléments de ce que je dis, parce que quand je parle dans le podcast, je parle d'une façon assez naturelle. Donc je décode tout ça en fait. Il y a aussi un groupe Discord pour échanger entre nous parce que c'est important pour garder la motivation. Et le podcast premium. Voilà, j'ai lancé aussi un podcast privé, donc qui est réservé aux membres, où là, c'est des épisodes encore plus personnels pour vraiment encore plus de plaisir dans l'apprentissage du français. Donc ça, c'est la communauté. Après, j'ai aussi une formation en ligne pour progresser efficacement avec un podcast. Donc, en utilisant notamment des épisodes de mon podcast, mais qui peut aussi être appliqué avec d'autres podcasts. Donc, toutes les astuces que moi j'utilise pour apprendre, pour progresser dans les langues. Et il y a un carnet de bord, donc un livret en fait, où il y a toutes les étapes expliquées avec les conseils et donc un carnet à compléter au fur et à mesure des écoutes. Et maintenant, si on devait continuer, si cette discussion devait continuer sur la fabrique à polyglotte, est-ce que tu aurais des personnes à nous conseiller qu'on devrait recevoir? Oui, alors j'ai un collègue qui s'appelle Joël Zarate. Il est d'origine mexicaine, il vit aux États-Unis et il est prof d'espagnol. Et donc on partage vraiment la même philosophie d'apprentissage. Il a vraiment des ressources très très intéressantes. Moi qui apprends l'espagnol et qui le travaille, je vais aller regarder ça. Et maintenant, la chose la plus difficile peut-être, c'est le mot de la fin. Quelle est la chose la plus importante à retenir quand on veut vraiment trouver dans une langue étrangère cette spontanéité qu'on a dans notre langue maternelle? Le plus important, c'est de
pas trop se prendre au sérieux et de faire les choses avec plaisir. Tout simplement, et parfois souvent on passe à côté. Merci Cathy. Je t'en prie Coralie, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi. Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux.